vous savons très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission Afro Lumière. Et comme d'habitude, nous avons encore une fois de plus fait appel à M. Yamba Yamba Choukou, un panafricaniste de renom pour notre pays, parce qu'on ne voit pas encore jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui fait le même travail que lui au niveau de notre pays. Et donc Yamba Yamba Choukou, qu'on ne saura plus présenter aujourd'hui, c'est un haut cadre de l'UDPS et il est au même moment le secrétaire général de l'Afrocentricité internationale, le mouvement spirituel qui réunit pratiquement tous les Africains du monde, tous les négro-africains du monde. Et il est à la fois le président de la nouvelle vision panafricaine. Et donc, aujourd'hui, nous l'invitons pour essayer de faire le diagnostic du mal africain. Nombreux sont ceux qui considèrent que le mal africain est le fait du taux élevé de l'analphabétisme. D'autres pensent que c'est l'absence de la démocratie. D'autres encore estiment que c'est la mauvaise gouvernance. Certains, enfin, disent que l'Afrique a été diminuée, l'Afrique a été décapitée par le commerce triangulaire qui a réussi à le dépeupler et ce virus a été doublé par la bactérie de la colonisation. Et donc, autant de diagnostics posés pour essayer de guérir la Mama Africa, mais tout cela ne nous convainc pas parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a diagnostiqué tous ces mal. Voilà pourquoi nous avons fait appel à M. Yamba Yamba Choukou pour essayer de réexaminer cette grande problématique. Et donc il est là. Bonjour Yamba Yamba Choukou. Bonjour, merci pour l'invitation. Monsieur Yamba Yamba, nous sommes dans une caméra unidimensionnelle et donc nous aurons besoin vraiment de votre voix pour essayer un peu de clarifier toutes ces choses. Depuis un certain temps, vous refusez qu'on vous appelle Norbert. Pourquoi une petite question en passant. Pourquoi vous refusez le nom Norbert aujourd'hui? C'est pour des raisons de convenance personnelle. Pour des raisons de convenance personnelle? Tout à fait, tout à fait. Norbert, c'est un nom qui m'a été donné, mais qui ne se retrouve pas dans la généalogie de mon origine. Alors je me dis, quelle est la valeur ajoutée que ça porte dans ma vie? Quelle est la valeur ajoutée que Norbert apporte dans sa vie? Donc j'ai trouvé que ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Pourquoi continuer à porter le fardeau? Déjà qui pensent être saints, mais qui visiblement nous ont infantilisés, clochardisés, instrumentalisés pendant plusieurs années. Monsieur Yamba Yamba Choukou, nous avons suivi dans une émission un débat avec un ami dans le cadre du discours du chef de l'État, l'État de la Nation. Le président vient de développer un long discours sur l'État de la Nation. Et vous êtes passé dans les médias pour essayer un peu de clarifier ces discours. Et vous vous êtes retrouvé avec un co-débatteur avec qui vous aviez essayé un peu d'examiner les contours de la démocratie, les bienfaits de la démocratie pour l'Afrique. Malheureusement, le débat n'a pas duré et nous avons préféré, à la demande bien sûr de nos nombreux téléspectateurs, de vous amener sur ces plateaux pour essayer un peu d'examiner cette question. Alors la question c'est la suivante. L'Afrique sans la démocratie, il n'y a pas d'issue. Et si aujourd'hui nous souffrons, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas développé cette grande valeur qu'est la démocratie. Et c'est ça, c'est elle qui a fait des grandes puissances ce qu'elles sont. Aujourd'hui, la France est devenue ce qu'elle est grâce à la démocratie. Les États-Unis, c'est un pays hautement démocratique, et donc une vieille démocratie. Et les Africains sont pratiquement dans une bonne majorité d'accord que sans démocratie, il n'y a pas d'issue pour leur Afrique mère. Partagez-vous cet avis, M. Yamba? C'est vrai que la démocratie est de plus en plus une valeur qui restitue
la République aux citoyens, qui permet de valoriser les libertés individuelles et collectives. Mais ces valeurs sont exprimées, sont valorisées par chaque espace géographique bien déterminé. Et ça de développer cette grande théorie qui a vraiment fait émerger les autres nations à travers le monde. Il a cité l'exemple du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud. Comment pouvez-vous expliquer cette réalité? Vous savez, sincèrement, il y a un problème sur notre élite politique et intellectuelle. Un Africain, soit politique, soit intellectuel, sa vision, c'est de travailler véritablement pour être comme un occidental, comme un blanc. La finalité de ses efforts, c'est véritablement d'être comme un blanc. S'il n'a pas encore cité Marx, s'il n'a pas encore cité Hegel, s'il n'a pas encore cité Montesquieu ou Jean-Serge Rousseau, il n'est pas content, il croit qu'il ne connaît rien, et donc il faut citer ces gens-là. Ça s'appelle le grimpage sur les idées des autres. Le grimpage. Cependant, pour revenir sur cette question d'Afrique, allez-y. Mon ami Kabassou Babou, n'a pas totalement raison. L'Afrique du Sud, qui ont mis en place ce modèle de démocratie? C'est l'Occident, les Occidentaux. Les Blancs d'Afrique du Sud, les Afrikaners. Les Afrikaners, une partie des Berses, etc. Et c'est eux véritablement qui ont mis ce modèle de démocratie. Par rapport à leur... C'est ce modèle-là qu'on trouve dans beaucoup de pays occidentaux. Il en est de même du Zimbabwe dont il a parlé. On prend la tête, une superstructure, et on fait une base qui ne correspond pas, qui est en dysfonctionnement avec la superstructure. Non, on n'a pas inventé un modèle. C'est toujours l'Occident parce que les modalités sont les mêmes, les modalités d'élection. Vous avez suivi Touadéra, le Premier ministre qui a affronté plusieurs fois le président Mugabe, etc. Il faisait des élections à suffrage direct. Et vous allez dire que ce sont des élections, n'est-ce pas, traditionnelles? Non! Non, ce sont des élections qui, fondamentalement, qui relèvent de la démocratie occidentale. Absolument. Quand vous êtes en Europe, prenez par exemple le cas de la Suisse. La démocratie en Suisse n'est pas la démocratie en Belgique, mais les principes sont les mêmes. En Suisse, quand vous avez gagné les élections, et donc vous faites un gouvernement entre les gagnants et les perdants. Il n'y a pas d'opposition. Ça, c'est la Suisse, mais c'est un pays occidental. La performance aujourd'hui, c'est de dire, nous devons travailler pour que véritablement nous puissions résoudre les problèmes de la population. En Angleterre, par exemple, où pratiquement tout a été inventé en Europe, il n'y a pas de constitution. Il n'y a pas de constitution. Quand vous prenez par exemple la Belgique, c'est pas la même chose qu'en France, qu'en Allemagne ou en France, etc. Mais les bases basiques sont là. C'est que nous disons que ce sont comment on dit, les enfants, comment on dit, les 12 tribus d'Israël, etc., les 12 tribus de Juda. Ils sont le même. Ils ont monté et chacun fait un effort pour faire une adaptation par rapport à sa situation. Mais nous avons copié. Comment pouvez-vous faire une démocratie pour faire le choix des hommes et des femmes qui doivent élire, qui doivent diriger la République, au moment où 98% des gens ne connaissent pas les règles de jeu? On ne prend même pas de dispositions pour vulgariser à travers le pays. Et vous allez dire, non, nous avons élu un président légitime. Quel président légitime de l'ordre? Moi, j'étais à la Constitution a été approuvée par notre population. Voilà. Alors, sur base d'un référendum. Un référendum en français. Et donc, la population même ne comprend même pas le contenu, n'a même pas eu le temps de lire le contenu même de cette Constitution, mais ça a été approuvé par Croyant, vous savez, moi, j'étais les élections de 2006. Mais lors du référendum, je me suis retrouvé à Isongo, dans le Maïndombe. Tout à fait. J'ai fait Isongo, je suis arrivé
jusqu'à Itipo, Bikoro. Et lorsque j'étais observateur, bien entendu, et alors et les gens posaient la question, Kizenga va venir, on est en train de lire Kizenga. Les référendums étaient considérés comme Kizenga. Les référendums étaient considérés comme Tshisekedi. Partout, c'était véritablement le nom de Tshisekedi. Donnez-moi le nom de... Je vais voter Tshisekedi, je vais voter Kizenga. Vous voyez, c'est que la majorité de notre peuple, à plus de 90%, ne comprenait rien. Simplement parce que ça ne relève pas des valeurs qui sont le nôtre. Si on a tenu compte, c'est pas d'un certain nombre de valeurs, comment on choisit un chef au village? Comment on procède naturellement pour arriver véritablement à sa désignation? Et si on a fouiné et on a essayé de moderniser ça, il y aurait des racines. Il n'y aurait pas trop de contradictions. Parce qu'au moins, même celui qui n'a jamais été à l'école, encore l'école de Blanc, qui forme des abrutis fondationnels, cette école-là n'a jamais servi à quoi que ce soit. Ça fait partie véritablement des outils de pénétration et de domination qui ont été mis en place. Et donc cet homme-là, qui se trouve en face du choix, regardez quand même un chef maire au village, qu'est-ce qui se passe? Au moins tout le monde sait au village comment on va procéder pour choisir le chef du village. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, même les petits-enfants. Donc la constitution du village est déjà incrustée dans l'esprit de chaque citoyen du village. Dans la spiritualité des villageois. Et ça fait partie de leurs valeurs, ça fait partie de leur vie quotidienne. Ils respirent. La démocratie est d'abord une fin quotidienne avant d'être une fin politique. Or, ici, chez nous, c'est un fait politique et non quotidien. Et donc, nous sommes court-circuités. Nous n'avons pas deux pieds sur terre. Même un arbre, baobab, lorsqu'il n'a pas de racines, il tombe. Nous sommes tombés, chers croyants, simplement parce que nous n'avons pas deux pieds sur terre. Et les gens en ont profité. Et c'est déjà un piège. Vous savez, Ngwanda, je n'aime jamais parler de lui. Mais quand même, ici, avec la démocratisation, elle dit, la démocratie, là, est un piège. Les gens n'avaient pas bien compris pourquoi il l'a dit. C'est vrai qu'eux aussi ont trempé dans le modèle de gestion occidentale, etc. Et personne n'a voulu le croire. Mais aujourd'hui, nous avons grandi, nous avons été dans les écoles de blanc. Mais pourquoi, croyants, allons-nous continuer, naturellement, à y apprendre des valeurs qui viennent de l'extérieur au moment où nous avons l'opportunité de réfléchir? Je vais terminer ici, croyant, en disant, j'étais arrivé à La Rochelle, dans une province à l'ouest de la France. Et on m'amène dans la mer et on me dit, allons visiter, il y a une grande maison sous forme de rempart au milieu de la mer. J'ai posé la question de savoir comment on est arrivé à construire une grande maison en dur au milieu de la mer. Et on m'a dit, au XIIIe siècle, il y avait la guerre entre les Autrichiens et les Français. Et il fallait construire des remparts, des grands bétons, pour empêcher, n'est-ce pas, les munitions d'atteindre. Et on utilisait les Français pour faire ce travail-là. L'espérance de vie à l'époque, c'était 36 ans. Parce que Louis XIII était féroce, était un dictateur. Et quiconque ne voulait pas travailler était sommé de mourir. Il y avait beaucoup de morts. Voilà la France au XIIIe, au XIVe siècle. Donc, alors, France est maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? À un moment donné, au fur et à mesure qu'on avance, vous vous rappelez de Napoléon, vous vous rappelez de Robespierre, parce que la tendance générale, on dit, si la démocratie est installée en France, c'est avec Robespierre. Si elle est installée, n'est-ce pas, aux États-Unis, c'est avec Washington. Ok, il y a des repères. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une analyse critique de leur situation. Quelle a été véritablement la situation de leurs ancêtres et quel type de démocratie faut-il installer? Aujourd'hui, nous sommes à la 5e République. Alors maintenant, ils ont dégagé des contradictions, ils ont dégagé des dysfonctionnements et ils ont, au regard de leurs racines, mis en place un schéma opératoire qu'ils ont modernisé et qu'ils appliquent. Nous, on ne se pose même pas de questions. On ne se pose même pas de questions pour dire, oui, nous avons été à la rencontre des Occidentaux. Oui, on nous a donné leur modèle, qu'ils considèrent comme universel. Ça a donné quel résultat? Et quelle était la situation de nos ancêtres? Pour qu'est-ce qui peut correspondre véritablement à notre patrimoine, à notre manière de réfléchir, à notre manière de penser?
pour que nous puissions aujourd'hui mettre en place quelque chose qui nous permettrait véritablement de booster et d'avancer. Rien du tout. Entre-temps, tous ces gens-là, tout le temps, ils ne font que réfléchir sur leur situation. Et alors nous disons, comme panafricanistes, et c'est là justement que nous disons que nous sommes de la nouvelle vision panafricaine, pas le panafricanisme pour seulement faire la dénonciation ou faire la contestation, mais proposer des offres pour dire, si hier l'organisation politique a été importée, si hier l'école a été importée, si hier la religion a été importée, si hier nous avons été matraqués par les médias, si hier nous avons été court-circuités par les écoles ésotériques et philosophiques et mystiques, nous devons aujourd'hui réfléchir pour savoir ce qu'a représenté la puissance de nos ancêtres et profiter de cette puissance, moderniser cette puissance et mettre ça au service de notre pays. Voilà, il faut profiter de la puissance de nos ancêtres, moderniser cette puissance et mettre ça au service de notre pays. Pourquoi? Tout simplement parce que même ceux-là que nous sommes en train de copier sont d'accord et reconnaissent que les recettes qu'ils utilisent pour nous servir sont des recettes piégées. Et donc voilà un Français qui affirme clairement que les États-Unis avaient financé l'Ukraine avec 5 milliards de dollars pour asseoir la démocratie. Pourtant, les 5 milliards de dollars déboursés par les États-Unis pour asseoir la démocratie en Ukraine n'a pas été destiné pour cet effet. Bien au contraire, c'était pour asseoir l'idéologie américaine, c'était pour réussir à démembrer l'empire russe, c'était pour réussir réduire l'influence russe en Ukraine. Réduire l'influence russe en Ukraine et prendre de l'espace. Et prendre de l'espace pour qu'il puisse justement faire sa domination dans cet espace géographique et se rapprocher davantage de la Russie et monter des stratégies qui permettent de fragiliser, de déstabiliser la Russie. Et tout ça au nom de la démocratie. Et voilà pourquoi le panafricanisme et le panafricanisme Yamba Yamba nous invite à réfléchir sur la démocratie, la notion même de la démocratie qui vous est exportée. Suivez le français et nous y reviendrons sur le plateau. Donc naturellement dans le patrimoine culturel de chaque espace. Vous savez, j'ai eu la discussion avec mon co-débatteur, j'allais dire mon ami et frère Kabassou Baabou, qui lui estimait que le débat sur l'africanisation de la démocratie est terminé et que bon, il y a des valeurs qu'il faut appliquer n'importe où à travers le monde. Et moi, je n'ai pas été d'accord avec ça. Parce que ça fait plusieurs siècles aujourd'hui, nous sommes dans un processus de démocratisation, mais une démocratie qui visiblement ne nous a pas apporté grand-chose. Aujourd'hui, la famine continue, la mortalité continue, les maladies, n'en parlons pas, le chômage, les urbanisations galoppantes, les intellectuels sans fondation, etc. Et donc nous sommes restés pendant autant d'années avec cette démocratie. Mais il faut se poser la question, quelle est la démocratie qui reste, qui est d'application dans notre pays? Et si je vous réponds tout de suite que, est-ce qu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord? Moi je dis, la démocratie que nous avons utilisée, c'est une démocratie que nous avons importée de l'Occident. La démocratie des Européens. Une démocratie qui nous donne des institutions, c'est ainsi qu'on va vous dire, président de la République, le Parlement, des chambres, Sénat, chambre, donc Assemblée nationale, Sénat, gouvernement, les assemblées provinciales, jusqu'au niveau local, c'est-à-dire au niveau des chefferies, des secteurs, etc. Et donc, nous avons vécu cette démocratie, mais cette démocratie ne nous donne rien. Vous vous rappelez, mais qu'avec Mobutu, on a fait des élections dans ce pays. Même pendant la Première République, on a fait des élections dans ce pays. On a eu des autorités qui ont été élues, mais zéro en termes de performance. C'est que très clairement, il faut se poser des questions par rapport à cette question. Doit-on continuer avec cette démocratie, j'allais dire occidentale, ou devons-nous inventer une démocratie qui est véritablement rapprochée de nos valeurs culturelles?
Il y en a ceux qui pensent que non, il n'y a qu'une démocratie unique, parce que la démocratie occidentale, elle est universelle. C'est le cas, par exemple, de mon collègue, de mon co-débatteur, Kabassou Babou, qui lui estime que bon, les Américains, ils ont terrorisé, les Européens ont terrorisé, etc. Et tout ce qui est les tentatives qui ont eu lieu en Afrique, qui n'ont aucune influence par rapport, n'est-ce pas, à la performance recherchée. Mais il y en a ceux qui pensent que chaque espace géographique, n'est-ce pas, a un patrimoine culturel. Avant que l'Occident n'arrive, nos ancêtres ont survécu des millénaires. Et nous avons connu la gloire. Vous vous rappelez l'Égypte antique qui était fondamentalement noire. Il y avait un pharaon, une succession de pharaons. Mais nous étions très puissants. Nous avons inventé la médecine, nous avons inventé la chirurgie, nous avons inventé les mathématiques, l'écriture, nous avons inventé l'astronomie, nous avons inventé l'astrophysique, etc. Avant l'arrivée de l'homme blanc. Il n'y avait pas ce modèle de démocratie occidentale. Et donc, si à un moment donné, nous avions notre propre démocratie, et que nous étions organisés de cette manière-là, et nous avions survécu. Nous avons survécu. Pourquoi nous ne pouvons pas tenter notre expérience dès lors que nous avons eu des siècles pour imiter l'homme blanc et nous ne sommes pas arrivés? Au moins, l'homme blanc s'enrichit de plus en plus et nous nous approvisionnons davantage. Et donc, nous, on croit, nous les panafricanistes, nous qui croyons que nos ancêtres ne vivaient pas dans l'animalité zéro. Ils avaient des schémas, ils avaient des innovations, ils avaient un système politique. Il y a lié de fouiner sur ce système politique, de théoriser et de moderniser. À ce moment-là, on va tenter pour voir si ça ne va pas nous donner le même réponse que ce qu'a été vécu par nos ancêtres à l'époque de l'Égypte antique. Voilà, justement, notre vision aujourd'hui. Je ne suis pas le seul à l'affirmer, parce que cette théorie, c'est pas de la recherche de la fondation dans chaque État, c'est une théorie qui est généralisée à travers le monde. Regardez les Chinois aujourd'hui. Les Chinois étaient une grande puissance comme nous à l'époque antique, etc. Les Chinois ont été battus, vous savez, au début du 19e siècle. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a eu une colonisation, etc. Et puis on leur a ramené une nouvelle spiritualité, une nouvelle organisation politique, etc. Et puis bon, quand ils ont été compatibles par rapport à cette nouvelle dynamique, eh bien, on a eu l'occasion de les terrasser par les Anglais, par les Japonais, etc. Au point où ils avaient perdu toute leur force, toute leur virulence, etc. Il fallait qu'à un moment que les Chinois se réorganisent, au travers Mao Zedong, déjà à partir de la révolution paysanne de 1929, pour que finalement le couronnement intervienne en 1949 avec la révolution culturelle. Ils ont donc pris des dispositions de manière à pouvoir arrêter avec la dynamique des importations en termes de valeur occidentale. Donc des importations idéologiques. Idéologiques. Donc ils se sont réappropriés leur propre culture. Bien entendu. Pour se réinventer, afin d'arrêter net cette offensive des gens venus d'ailleurs. Et c'est comme ça que vous avez des Chinois, ils ont cherché à se reconnecter avec leur environnement, ils ont essayé de voir comment leurs ancêtres ont survécu, quelle était leur organisation politique, comment construire une nouveauté, une modernité au travers de ce qui a été réalisé par leurs ancêtres. Aujourd'hui, y compris la médecine, les mathématiques, l'astronomie, l'astrophysique, la biologie, la médecine, les Chinois sont en avance. Ils ont leur pensée autonome par rapport à ça. Ils ont leur propre démocratie, n'est-ce pas? Où ça se répercute jusqu'à l'échelle locale. Mais ce n'est pas la démocratie occidentale. Et qui vous donne des institutions, etc. Et qui est inspirée véritablement du droit gréco-romain. Et donc, les Chinois se sont organisés, ils ont réussi à avoir leurs propres racines, ils ont réussi à avoir leurs propres particularités, propres spécificités, et sur base de cette fondation, ils ont construit, n'est-ce pas, une modernité, n'est-ce pas, autour de leur organisation politique. Il n'y a pas que les Chinois, on voit comment les Coréens du Nord, on voit comment les Malaisiens, c'est pas la même démocratie qu'en Occident. On voit comment, c'est pas, j'allais dire, j'ai parlé de Malaisie, j'ai parlé, c'est pas, même au Singapour,
un premier ministre est resté pendant 32 ans par rapport à leur vision. Ah bon? Ah oui, oui. Mais Lee Kuan Yew, c'est le premier ministre qui a assuré le plus grand développement au Singapour. Et d'ailleurs, le Singapour, qui est un petit pays de la taille de la commune de la Gombe, a 2 fois l'économie nigériane, 4 fois l'économie sud-africaine. Si. Et donc, à cause de leur modèle de démocratie. Monsieur Et donc, Yambayamba. l'Afrique peut profiter, n'est-ce pas, de son patrimoine. Vous savez, le croyant Lobola, à 12 036, l'Afrique, au travers l'empire de Mossi, l'empire de Mandin, l'empire du Ghana, a vécu de grandes performances en dehors de l'Égypte antique. Et à ce moment-là, Soudiata Keita au Mali devenait l'un des plus puissants chefs d'empire à travers le monde. Et c'est comme ça que ce matin, je suivais un documentaire, on disait non, Christophe Colomb est arrivé le premier à cherchant l'Inde, il découvre les Amériques. Ouais. C'est faux. Ce sont les Maliens qui étaient les premiers au XIIe siècle à découvrir l'Amérique avant Christophe Colomb. Et donc, nous avions des potentialités, nous avions de grandes capacités, mais nous avons été induits en erreur par rapport à l'arrivée, n'est-ce pas, des Occidentaux chez nous au XVe siècle. Et c'est là véritablement qu'ils ont compris que si on leur amenait la religion, on leur enlevait la spiritualité, si on leur amenait une nouvelle organisation politique, et si on leur amenait un modèle d'école, etc., à ce moment-là, on va les arracher leur potentialité naturelle et traditionnelle, et on va les dominer. Il y a raison pour laquelle nous sommes dans cette situation, et nous disons qu'il faut inventer un autre système. Merci, M. Yambayamba. Mais il s'est fait que dans le cadre de l'émission que vous aviez eue avec votre frère, M. Kabassou Babo, il a essayé de démontrer que l'homme noir, par-delà les efforts qui ont été faits pour pouvoir conceptualiser la démocratie et donc l'approprier à chaque communauté, l'homme noir n'a pas pu développer de performances. C'est ce qui explique que la démocratie, même adaptée aux conditions de vie des Africains, n'arrive pas du tout à développer l'homme noir. Et là, il a cité le cas du Zimbabwe, qui véritablement est un pays vraiment panafricain. Il a cité le cas de l'Afrique du Sud et la question reste ouverte. Comment la démocratie adaptée même au modus vivendi d'une communauté donnée n'arrive toujours pas à booster l'homme noir, alors qu'ailleurs, cette démocratie a fait ses preuves. Et là, nous demandons à la régie de nous balancer ces paroles de M. Kabassou Babo, et puis on revient pour examiner la question. La démocratie ici, c'est un gros mensonge. Ça fait plusieurs années qu'on est opérationnel. Et puis, vous m'étonnez si vraiment vous considérez que la démocratie, c'est un mensonge, que... La démocratie occidentale. Non, mais je veux dire que Et la démocratie occidentale n'est pas la démocratie chinoise. La chinoise n'est pas la démocratie indienne. L'indienne n'est pas la démocratie coréenne. Et donc, nous devons avoir notre propre démocratie. Non, mais ça, c'est... Ah ben voilà. Mais ça, c'est un vieux débat, Norbert. C'est un vieux débat. Non, c'est un débat d'actualité. Attendez, je voudrais peut-être Allez-y. un rayon de luminescence. Nous sommes déjà à la fin de nos échanges. Quand vous lisez... Je voulais vous signaler ici que je suis directeur de formation de US Africa Leadership and Government Academy, qui est une organisation de formation académique et gouvernementale basée au Texas, et que nous avions obtenu, nous travaillons avec le National Endowment for Democracy, qui est le plus grand centre de réflexion sur la démocratie au monde, qui a le seul journal sur la démocratie. Et les grands démocraciologues, comme les Larry Diamond et les autres, c'est là. Donc la problématique, et j'ai travaillé pour EISA, que vous connaissez bien, Electoral Institute. J'ai travaillé aussi. Mais voilà, j'étais expert principal d'EISA. J'étais coordonnateur. Oui, alors, maintenant, le problème c'est que les débats sur la contextualisation de la démocratie a déjà eu lieu. C'est plus à la mode aujourd'hui de dire il faut réinventer notre démocratie. Parce que même les éléments intrinsèques à une démocratie qui est contextualisée ou qui est africanisée, même ces éléments-là, nous ne les avons pas maîtrisés. La preuve aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud est en train d'avoir le bec dans l'eau. Le Zimbabwe est en train d'avoir... Il n'y a pas un pays aussi panafricaniste, aussi africaniste que le Zimbabwe est en train d'avoir le bec dans l'eau. Donc je pense qu'il y a
il y a des éléments à la fois structurels, systémiques, idéologiques, de réinvention, même des éléments d'idéation qu'il faut considérer et sur lesquels nous-mêmes Africains, nous devons nous poser un certain nombre de questions. Ça fera l'objet d'un débat sur l'approche. De développer cette grande théorie qui a vraiment fait émerger les autres nations à travers le monde. Il a cité l'exemple du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud. Comment pouvez-vous expliquer cette réalité? Vous savez, sincèrement, il y a un problème sur notre élite politique et intellectuelle. Un Africain, soit politique, soit intellectuel, sa vision, c'est de travailler véritablement pour être comme un occidental, comme un blanc. La finalité de ses efforts, c'est véritablement d'être comme un blanc. S'il n'a pas encore cité Marx, s'il n'a pas encore cité Hegel, s'il n'a pas encore cité Montesquieu ou Jean-Serge Rousseau, il n'est pas content, il croit qu'il ne connaît rien, et donc il faut citer ces gens-là. Ça s'appelle le grimpage sur les idées des autres. Le grimpage. Cependant, sur les pour idées revenir des sur autres. cette question d'Afrique, Allez-y. mon ami Kabassou Babou, n'a pas totalement raison. L'Afrique du Sud, qui ont mis en place ce modèle de démocratie? C'est l'Occident. Ce Les sont Occidentaux. les Blancs d'Afrique du Sud, Les ce sont Africaners. les Afrikaners, une partie des Berces, etc. Et c'est eux véritablement qui ont mis ce modèle de démocratie. Par rapport à leur... C'est ce modèle-là qu'on trouve dans beaucoup de pays occidentaux. Il en est de même du Zimbabwe dont il a parlé. On prend la tête, une superstructure, et on fait une base qui ne correspond pas, qui est en dysfonctionnement avec la superstructure. Non, on n'a pas inventé un modèle. C'est toujours l'Occident parce que les modalités sont les mêmes, les modalités d'élection. Vous avez suivi, Touadéra, le Premier ministre qui a affronté plusieurs fois le président Mugabe, etc. Il faisait des élections à suffrage direct. Et vous allez dire que ce sont des élections, n'est-ce pas, traditionnelles? Non! Non, ce sont des élections qui, fondamentalement, qui relèvent de la démocratie occidentale. Absolument. Quand vous êtes en Europe, prenez par exemple le cas de la Suisse. La démocratie en Suisse n'est pas la démocratie en Belgique. Mais les principes sont les mêmes. En Suisse, quand vous avez gagné les élections, et donc vous faites un gouvernement entre les gagnants et les perdants. Il n'y a pas d'opposition. Ça, c'est la Suisse. Mais c'est un pays occidental. La performance aujourd'hui, c'est de dire nous devons travailler pour que véritablement nous puissions résoudre les problèmes de la population. En Angleterre, par exemple, où pratiquement tout a été inventé en Europe, il n'y a pas de constitution. Il n'y a pas de constitution. Quand vous prenez par exemple la Belgique, c'est pas la même chose qu'en France, qu'en Allemagne ou en France, etc. Mais les bases basiques sont là. C'est que nous disons que ce sont comme on dit, les enfants, comme on dit, les 12 tribus d'Israël, etc., les 12 tribus de Juda. Ils sont le même. Ils ont monté et chacun fait un effort pour faire une adaptation par rapport à sa situation. Mais nous avons copié. Comment pouvez-vous faire une démocratie pour faire le choix des hommes et des femmes qui doivent élire, qui doivent diriger la République, au moment où 98% des gens ne connaissent pas les règles de jeu? On ne prend même pas de dispositions pour vulgariser à travers le pays. Et vous allez dire, non, nous avons élu un président légitime. Quel président légitime de l'heure? Moi j'étais à la l'Équateur. Constitution a été approuvée par notre population. Voilà. Alors sur base d'un référendum. Un référendum en français. Et donc la population même ne comprend même pas le contenu, n'a même pas eu le temps de lire le contenu même de cette constitution, mais ça a été approuvé par Croyant, vous savez, moi j'étais les élections de 2006. Mais lors du référendum, je me suis retrouvé à Isongo, dans le Maïndombe. Tout à fait. J'ai fait Isongo, je suis arrivé jusqu'à Itipo, Bikoro.
Et lorsque j'étais observateur, bien entendu, et alors et les gens posaient la question, Kizenga va venir, on est en train de lire Kizenga. Les référendums étaient considérés comme Kizenga. Les référendums étaient considérés comme Tshisekedi. Partout, c'était véritablement le nom de Tshisekedi. Donnez-moi le nom de... Je vais voter Tshisekedi, je vais voter Kizenga. Vous voyez, c'est que la majorité de notre peuple, à plus de 90%, ne comprenait rien. Simplement parce que ça ne relève pas des valeurs qui sont le nôtre. Si on a tenu compte, n'est-ce pas, d'un certain nombre de valeurs, comment on choisit un chef au village? Comment on procède naturellement pour arriver véritablement à sa désignation? Et si on a fouiné et on a essayé de moderniser ça, il y aurait des racines. Il n'y aurait pas trop de contradictions. Parce qu'au moins, même celui qui n'a jamais été à l'école, encore l'école des Blancs, qui forme des abrutis fondationnels, cette école-là n'a jamais servi à quoi que ce soit. Ça fait partie véritablement des outils de pénétration et de domination qui ont été mis en place. Et donc cet homme-là, qui se trouve en face du choix, regardez quand un chef-maire au village, qu'est-ce qui se passe? Au moins tout le monde sait au village comment on va procéder pour choisir le chef du village. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, même les petits-enfants. Donc la constitution du village est déjà incrustée dans l'esprit Tout à fait. de chaque citoyen du village. Dans la spiritualité, des villageois. Et ça fait partie de leurs valeurs, ça fait partie de leur vie quotidienne. Ils respirent. La leur démocratie système. est d'abord une fin quotidienne avant d'être un fin politique. Or, ici, chez nous, c'est un fait politique et non quotidien. Et donc, nous sommes court-circuités. Nous n'avons pas deux pieds sur terre. Même un arbre, baobab, lorsqu'il n'a pas de racines, il tombe. Nous sommes tombés, chers croyants, simplement parce que nous n'avons pas deux pieds sur terre. Et les gens en ont profité. Et c'est déjà un piège. Vous savez, Ngwanda, je n'aime jamais parler de lui. Mais quand même, ici, avec la démocratisation, elle dit, la démocratie, là, est un piège. Les gens n'avaient pas bien compris pourquoi il l'a dit. C'est vrai qu'eux aussi ont trempé dans les modèles de gestion occidentale, etc. Et personne n'a voulu le croire. Mais aujourd'hui, nous avons grandi, nous avons été dans les écoles de Blanc. Mais pourquoi, croyants, allons-nous continuer, naturellement, à y apprendre des valeurs qui viennent de l'extérieur au moment où nous avons l'opportunité de réfléchir? Je vais terminer ici, croyant, en disant, j'étais arrivé à La Rochelle, dans une province à l'ouest de la France. Et on m'amène dans la mer et on me dit, allons visiter, il y a une grande maison sous forme de rempart au milieu de la mer. J'ai posé la question de savoir comment on est arrivé à construire une grande maison en dur au milieu de la mer. Et on m'a dit, au XIIIe siècle, il y avait la guerre entre les Autrichiens et les Français. Et il fallait construire des remparts, des grands bétons, pour empêcher, n'est-ce pas, les munitions d'atteindre. Et on utilisait les Français pour faire ce travail-là. L'espérance de vie à l'époque, c'était 36 ans. Parce que Louis XIII était féroce, était un dictateur. Et quiconque qui ne voulait pas travailler était sommé de mourir. Il y avait beaucoup de morts. Voilà la France au XIIIe, au XIVe siècle. Donc, alors, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? À un moment donné, au fur et à mesure qu'on avance, vous vous rappelez de Napoléon, vous vous rappelez de Robespierre, parce que la tendance générale, on dit, si la démocratie est installée en France, c'est avec Robespierre. Si elle est installée, n'est-ce pas, aux États-Unis, c'est avec Washington. Ok, il y a des repères. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une analyse critique de leur situation. Quelle a été véritablement la situation de leurs ancêtres et quel type de démocratie faut-il installer? Aujourd'hui, nous sommes à la 5e République. Alors maintenant, ils ont dégagé des contradictions, ils ont dégagé des dysfonctionnements et ils ont, au regard de leurs racines, mis en place un schéma opératoire qu'ils ont modernisé et qu'ils appliquent. Nous, on ne se pose même pas de questions. On ne se pose même pas de questions pour dire, oui, nous avons été à la rencontre des Occidentaux. Oui, on nous a donné leur modèle, qu'ils considèrent comme universel. Ça a donné quel résultat? Et quelle était la situation de nos ancêtres? Pour qu'est-ce qui peut correspondre véritablement à notre patrimoine, à notre manière de réfléchir, à notre manière de penser?
pour que nous puissions aujourd'hui mettre en place quelque chose qui nous permettrait véritablement de booster et d'avancer. Rien du tout. Entre-temps, tous ces gens-là, tout le temps, ils ne font que réfléchir sur leur situation. Et alors nous disons, comme panafricanistes, et c'est là justement que nous disons que nous sommes de la nouvelle vision panafricaine, pas le panafricanisme pour seulement faire la dénonciation, ou faire la contestation, mais proposer des offres pour dire, si hier, l'organisation politique a été importée, si hier, l'école a été importée, si hier, la religion a été importée, si hier, nous avons été matraqués par les médias, si hier, nous avons été court-circuités par les écoles ésotériques et philosophiques et mystiques, nous devons aujourd'hui réfléchir pour savoir ce qu'a représenté la puissance de nos ancêtres et profiter de cette puissance, moderniser cette puissance et mettre ça au service de notre pays. Voilà, il faut profiter de la puissance de nos ancêtres, moderniser cette puissance et mettre ça au service de notre pays. Pourquoi? Tout simplement parce que même ceux-là que nous sommes en train de copier sont d'accord et reconnaissent que les recettes qu'ils utilisent pour nous servir sont des recettes piégées. Et donc voilà un Français qui affirme clairement que les États-Unis avaient financé l'Ukraine avec 5 milliards de dollars pour asseoir la démocratie. Pourtant, les 5 milliards de dollars déboursés par les États-Unis pour asseoir la démocratie en Ukraine n'a pas été destiné pour cet effet, bien au contraire, c'était pour asseoir l'idéologie américaine, c'était pour réussir à démembrer l'empire russe, c'était pour réussir réduire l'influence russe en Ukraine. Réduire l'influence russe en Ukraine et prendre de l'espace. Et prendre de l'espace pour qu'il puisse justement faire sa domination dans cet espace géographique et se rapprocher davantage de la Russie et monter des stratégies qui permettent de fragiliser, de déstabiliser la Russie. Et tout ça au nom de la démocratie. Et voilà pourquoi le panafricanisme et le panafricanisme Yamba nous invitent à réfléchir sur la démocratie, la notion même de la démocratie qui vous est exportée. Suivez le français et nous y reviendrons sur le plateau. Ainsi, par exemple, tous ici, nous savons, grâce à Madame Victoria Nuland, au département de secrétariat d'État aux États-Unis pour les affaires étrangères, que les États-Unis ont investi 5 milliards de dollars depuis 1991 en Ukraine. Officiellement, cet argent a été investi pour, je cite Madame Nuland, favoriser la participation citoyenne et la bonne gouvernance et aider l'Ukraine à devenir prospère, sûre et démocratique. Il est certain que lorsqu'on vient en Ukraine aujourd'hui, on voit partout la prospérité, la sécurité et la démocratie. Je ne connais pas, pour être franc, le détail de l'affectation de ces 5 milliards de dollars, mais j'ai observé que pendant ces années post-soviétiques en Ukraine, comme d'ailleurs dans d'autres pays de l'ancien pacte de Varsovie, on avait vu de nombreux pasteurs évangélistes venir convertir les populations, car la propagande religieuse est une des armes qu'utilisent les anglo-saxons pour subvertir les esprits. Une partie de ces 5 milliards a certainement été utilisée aussi pour transformer les manuels scolaires, les ukrainiser, afin de favoriser l'émergence d'un sentiment national ukrainien qui se dresserait contre Moscou ou tout ce qui pouvait représenter l'âme russe. De la même façon, ont dû être financés par Mme Albright, M. Soros et leurs amis des associations culturelles ou religieuses pour développer les sentiments anti-russes. Depuis l'élection de Leonid Kravchuk en 1991 et jusqu'à nos jours, c'est-à-dire pendant un quart de siècle, les Américains auraient donc investi 5 milliards de dollars pour arracher l'Ukraine à la sphère d'influence de Moscou. Cet argent aura été employé dans les sphères politiques, religieuses, artistiques et culturelles, économiques, afin d'influencer les esprits et de provoquer des mutations profondes dans la pensée des gens par la réécriture de l'histoire, la désinformation, l'occultation de certains faits ou la déformation de ceux-ci. Voilà très exactement la définition de ce que les Américains appellent eux-mêmes le soft power. Ce concept, développé dans son livre Bound to Lead par le professeur américain Joseph Nye dans les années 90 du siècle dernier, soutient qu'il est possible d'affirmer sa puissance aujourd'hui par la persuasion et la contrainte douce, sans avoir à utiliser d'emblée la puissance militaire ou les moyens de rétorsion. Merci
la régie, je crois qu'il n'y a pas de commentaires à faire là-dessus, mes chers amis. Vous voyez ce qui se passe. On nous a parlé de la démocratie en Libye. Et ça n'a pas été la démocratie, c'était l'occasion pour Sarkozy de tuer le président libyen et s'aimer la zizanie au niveau de ces pays. Et le tout, c'était au nom de la démocratie. Monsieur Yamba, il nous reste pratiquement 5-6 minutes pour terminer cette émission. Vous aviez parlé du syndrome de la diplomite parce que nous voyons clairement que vous avez tous été, nous avons tous été formés à l'école de l'homme blanc, mais on continue toujours à défendre cette valeur qui en réalité n'est qu'une antivaleur. Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour vraiment, véritablement gagner une valeur réelle qui va permettre de remettre l'Afrique sur le tapis, sur la voie du développement? Il faut faire une restauration de la spiritualité authentique. Il faut sortir de la prostitution intellectuelle. Parce que beaucoup de nos intellectuels sont des gens qui souffrent de la diplomanie, plusieurs diplômes, mais sans valeur ajoutée. Et ils vous disent, mais écoute, ce sont des théories bien établies. Et quelle est cette théorie? C'est la théorie de Marx, la théorie d'Hegel, la théorie de Rousseau, de Montesquieu, de Voltaire, de Cicéron. Et quand il aura dit ça, il aura terminé. Il croit avoir véritablement atteint le sommet des sommets parce qu'il a cité les modèles référentiels. Or, toujours parmi les mêmes occidentaux, au travers Edgar Morin, qui est un Français d'origine juive, les savants contemporains de la situation actuelle, qui vous dit qu'aujourd'hui, il est démontré sur base de la théorie de la complexité qu'il n'y a aucune culture, aucune civilisation, aucune valeur ne peut se déclarer universelle et applicable à n'importe quel espace. La théorie des deux vérités contraires, lorsque vous croyez que votre vérité est la vérité, il faut espérer qu'il y a une autre vérité contraire, mais qui existe et qui cohabite. Si vous croyez que vous avez une valeur qui peut être d'application ailleurs, il y a d'autres qui ont des valeurs. Et tant que vous n'aurez pas compris et que vous avez une valeur et que les autres ont une valeur, à ce moment-là, vous allez amener l'humanité dans l'abîme. Et c'est comme ça qu'il dit qu'il faut sortir de la pensée binaire. La pensée binaire, c'est cette pensée disjonctive, réductrice, simplifiante, qui consiste à avoir une approche cartésienne. Ou bien, ou c'est nous, ou ce n'est pas nous. Cette pensée, elle est démodée, elle est essoufflée, elle est dépassée. Aujourd'hui, l'Afrique a quelque chose à porter dans la redéfinition de l'ordre international. Écoutez, même toutes ces démocraties qu'on observe à l'Occident sont en train véritablement d'être démodées. La Chine n'a pas évolué dans cette perspective binaire. Et bien, bon, voilà, donc la Chine est en train d'avancer. C'est la raison pour laquelle vous voyez la Chine respecte sa vision, mais ne vient pas nous imposer. Vous savez, la coopération gagnant-gagnant, c'est vrai qu'il y a des hiatus, ça c'est évident. Mais au moins, il ne vient pas nous imposer, il ne donne pas de conditionnalité, il ne nous impose pas l'universalité de ses valeurs. C'est très important. Donc, nous aussi, à un moment donné de l'époque, nous avons cette puissance, nous avons quelque chose à donner. Et puis, si on veut véritablement construire une humanité, une planète équilibrée, solide, stable, il faut qu'on tienne compte de la présence des différences de culture à travers les différents espaces géographiques. Et de cette manière-là, qu'on puisse faire un grand fonds planétaire pour la construction d'un État planétaire. Vous savez, même la France, c'est pas aujourd'hui, tout le monde prend le français, tout le monde est devenu français, mais il y a eu un processus. Il y a des Bretons, il y a des Alsaces, il y a des Basques, etc. Au fur et à mesure, ils ont fédéré les énergies et sont devenus véritablement un seul pays où on dit tout le monde est français. Qu'est-ce qui empêche? C'est lorsqu'on a une vision long-termiste que le monde devienne véritablement un seul village. Et là, on a besoin d'écouter les uns les autres et de fédérer les différentes énergies, les différentes cultures et construire une culture qui correspondrait véritablement à l'humanité équilibrée. Monsieur Yamba n'est pas seul qui critique ce syndrome de la diplomite. Débarrassez-vous de vos
diplômes, débarrassez-vous de vos cours, débarrassez-vous de vos syllabus, parce que ça vous amène nulle part. Vous avez été formaté dans le moule des autres, et donc, à travers cette façon de voir les choses, l'Afrique ne peut pas se développer. Revenez dans votre propre culture, et Yamba Yamba n'est pas le seul à le dire. Il y a le professeur Nissim Laskoni, votre collègue. Oui, c'est un ami, Laskoni Nissim, c'est un Congolais de Brazzaville, qui est un grand panafricaniste, qui parle de cette question portant sur la prostitution intellectuelle. Parce que j'avais terminé par là, il y a trop de thèses de doctorants, mais ces thèses ne font que copier nos adversaires, nos ennemis, qui nous ont infantilisés. Mais il n'y a pas de thèses qui portent sur notre patrimoine culturel et qui créent des choses qui peuvent soulever l'Afrique vers le nord. Monsieur le professeur Nissim Laskoni, essayez un peu d'approuver ce que vient Monsieur Yamba Yamba, ce qu'il vient de nous raconter tout à l'heure, et je crois que vous êtes totalement d'accord avec votre frère panafricaniste Yamba Yamba du Congo-Kinshasa. Et donc, qu'est-ce que vous nous dites par rapport au syndrome de la prostitution est un fléau. Si c'est considéré dans certaines sociétés comme le plus vieux métier du monde, cela n'est pas une règle universelle, cela n'est pas valable. Il y a des régions en Afrique où les femmes ne tapinent pas. Je tiens à le dire, je suis catégorique. Et ça, je peux le prouver en image. La première prostitution, elle est intellectuelle, elle est spirituelle, elle est... Disons que la prostitution intellectuelle, c'est une fois qu'on est soumis. Mais lorsqu'on n'a pas été soumis par le fouet, on ne peut pas se prostituer. Personnellement, je ne pourrais jamais me prostituer intellectuellement. Des possibilités, des opportunités, j'en ai eu, mais je ne le ferai pas pour la bonne et simple raison, j'ai une formation initiatique. Se prostituer, c'est quoi? Se prostituer, c'est comme ce qu'on appelle aux États-Unis, pour parler de la prostitution intellectuelle. Oui, oui. C'est se renier et valoriser toujours ce qui vient ailleurs. Je suis souvent surpris lorsque je me retrouve dans certains colloques avec des collègues qui passent leur temps à paraphraser des auteurs grecs ou allemands qui, pour la plupart, sont négrophobes d'ailleurs. C'est cela la prostitution intellectuelle. On veut citer Montesquieu sans savoir ce que Montesquieu dit sur les nègres dans l'esprit de loi. On veut citer Hegel sans savoir ce que Hegel dit sur l'histoire de la philosophie. Parce qu'il a laissé des réflexions. Il faut lire ces gens-là pour comprendre. Et ça, c'est de la prostitution intellectuelle. On a beaucoup d'intellectuels africains. Lorsqu'on leur pose la question, quelles sont vos premières influences, vous ne les verrez pas citer un seul Africain ou un auteur de l'arrière-pays, alors que l'Afrique fourmille de grands penseurs. On a Tcherno Bokar qui a formé l'un des meilleurs littéraires africains qui est Amadou Ampateba. On a Waka Misoko qui a formé le regretté Youssouf Tata Sissé qui est l'un des meilleurs anthropologues africains de tous les temps. On a Rujindiri qui est un brillant historien qui a siégé à la cour de Mwami au Burundi et au Rwanda pendant 50 ans. On a Bazoumana Sissoko qui est une encyclopédie vivante qui nous a quittés en 1987 au Mali. Personne n'en parle pour la bonne et simple raison. Les Africains, pour faire beau, pour faire civilisé, sont obligés tout le temps de faire recours. Ce n'est pas mauvais de citer les autres. Il m'arrive moi aussi de citer Guy Descartes et d'autres penseurs qui ont été très très brillants dans ce qu'ils ont fait. Mais seulement, les penseurs africains sont toujours mis de côté comme la femme. La véritable difficulté pour ces personnes, c'est que l'Africain est éduqué pour être hostile à sa propre culture, à sa propre personne. Donc lorsque, par exemple, on donne l'exemple du vaudou, les gens vous diront que c'est du fétichisme, c'est dangereux, et il ne faut pas... Donc les gens n'osent même pas avoir la curiosité intellectuelle de voir ce qui se passe. Je ne suis pas comment dirais-je, un adepte du vaudou, mais en tant qu'observateur, j'ai pu voir comment ça fonctionne. Des femmes qui dirigent le culte, c'est quand même impressionnant. Il y a eu un débat en Angleterre qui a fait couler beaucoup d'encre. Je connais très bien la Grande-Bretagne. Et lorsque l'archevêque de Canterbury a nommé une femme pour diriger une paroisse anglicane, ça a fait couler beaucoup d'encre. Alors que chez les Africains, ça passe comme une lettre à la poste. Donc je parle de l'Afrique traditionnelle, l'Afrique stable. Et souvent, pour justement balayer ces clichés, il est bon de montrer ces exemples. Est-ce que ça ne doit pas commencer par la famille, d'abord? Oui, la famille, mais si les parents sont aliénés, le résultat sera le même. Mais comment on fait? Comment on procède? C'est quoi? C'est l'éducation? C'est l'éducation, c'est l'éducation, c'est l'éducation, parce que l'élite, le malheur de l'Afrique, c'est que l'élite africaine n'est pas assez africaine.
nous vivons avec des cultures d'emprunt et nous voulons reproduire ce qu'on voit ailleurs. Parce que dans la mentalité du colonisé, ce qui vient d'ailleurs est toujours meilleur que ce qui se trouve. Ça s'appelle tout simplement la copiologie. C'est ça, c'est ce que vous devez éviter. Et donc, si vous voulez connaître toutes ces choses à fond, nous vous invitons le 4 janvier à 14 h à la place Cabinda Center, donc juste au croisement des avenues Cabinda et Mouchi. Et M. Yamba Yamba, président de la Nouvelle Vision panafricaine, sera avec nous dans une grande conférence. Et donc, vous êtes invités à cette conférence sur la Nouvelle Vision panafricaine, croisement des avenues Mouchi et Cabinda sur Cabinda Center à 14 h. Et donc, M. Yamba Yamba, juste dans 30 secondes, si vous avez un commentaire, un dernier mot, un souhait, nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Et un petit message pour finir avec cette émission d'aujourd'hui. Bon, je voulais simplement dire que ça fait beaucoup de temps, nous plairons, nous regrettons. Il y en a même ceux qui disent que nous sommes maudits. Non, nous ne sommes pas maudits, mais nous réfléchissons très peu. Vous savez que la croyance bloque le raisonnement. Si on ne veut pas réfléchir, on ne va pas s'en sortir. Ça fait bien des temps que nous sommes en train d'importer les idées des autres. C'est aussi le moment venu pour que nous puissions construire notre pensée autonome. La nouvelle vision panafricaine, la faux-centricité internationale viennent dans l'idée d'aider les Africains que vous êtes, pour qu'on réfléchisse ensemble. Et c'est chaque jour, de manière que nous puissions trouver une voie de sortie. Et c'est là justement pour renforcer ce que disait tout à l'heure Koyan Lobola, que le 4 janvier 2020, à 14 h, une grande conférence qui va porter sur l'Afrique d'hier, l'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique de demain. Quelle devra être notre responsabilité? Cette conférence sera animée par des panafricanistes et je crois que nous recevrons des panafricanistes qui viendront de la Guinée équatoriale, de la République centrafricaine, de la République du Congo, de la République de Tchad. Donc, on sera ensemble, venez pour qu'on discute. C'est l'occasion de pouvoir relever le défi. Merci beaucoup. Le rendez-vous est fixé le 4 janvier à la place Cabinda Center et donc vous serez nombreux pour avoir une idée de toutes ces choses.